Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on a eu un peu peur pour les cours pétroliers avec les affrontements et les postures entre Iraniens et Américains, mais sur le moyen terme, vous voyez plutôt la tendance à la baisse, Patrick. Oui, je voudrais d'abord rappeler que c'est important quand on fait des scénarios pour l'Europe ou pour d'autres pays. Le prix du pétrole est une variable qu'il faut regarder avec attention. Juste un ordre de grandeur, si le pétrole monte de 10 dollars le baril, la zone euro va payer un demi-point de PIB de plus en facture énergétique et ça va lui coûter à peu près un quart de point de croissance. Un quart de point de croissance, quand on en a un quart, c'est beaucoup. Donc le pétrole, c'est un gros enjeu. Ce n'est pas simplement un marché pour soi. C'est un gros enjeu macroéconomique. Alors, on a eu deux incidents majeurs au Moyen-Orient. Il y a eu d'abord l'attaque des équipements saoudiens par l'Iran, puis les incidents entre l'Iran et les États-Unis. Dans les deux cas, le pétrole a très très vite monté et puis a très très vite baissé. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la perspective à 2024. C'est l'horizon que prennent la plupart des analyses. Et on s'intéresse de plus en plus, dans des travaux très intéressants de l'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie, à ce qui va se passer dans le pétrole américain, qui était une variable absolument centrale. Avec le pétrole de schiste. Voilà. Alors, il y a d'une part le pétrole traditionnel, Golfe du Mexique, qui continue à progresser. Il y a de nouveaux investissements dans le Golfe du Mexique, qui sont des investissements compliqués, parce que vous vous rappelez, Macondo, le gros problème de BP, évidemment, c'est des investissements qu'on fait avec beaucoup de précautions pour éviter aujourd'hui qu'il y ait un accident. Et surtout, il y a l'arrivée des majors, il s'agit d'Exxon et de Chevron, dans le pétrole de schiste américain, spécialement au Texas, au Permian. Ça change la donne considérablement. Oui, ça change complètement l'industrie, parce que jusqu'à présent, le pétrole de schiste américain, c'était des petites compagnies indépendantes qui se finançaient par la dette. Et on voit depuis quelques mois qu'elles ont du mal à s'endetter, parce qu'elles ont déjà beaucoup de leviers d'endettement, et que, du coup, on avait un ralentissement des investissements dans le pétrole de schiste. L'arrivée des majors change complètement les choses, puisque eux, ils vont financer ça en equity, avec leurs fonds propres, pour des montants tout à fait considérables. Et en plus, s'ils le font, c'est des gens sérieux, Exxon et Chevron, s'ils le font, c'est qu'ils ont une conviction que le potentiel de production est tout à fait important et nécessite ces investissements. Alors ça, c'est en effet très important et très intéressant, parce que généralement, on disait que le pétrole de schiste, ça permettait un afflux de production assez important, assez violent, mais que dans la durée, ça allait très vite, ça menuisait. Oui, alors on n'est plus là. D'abord parce que, alors aujourd'hui, on produit à peu près 8 millions de barils par jour de pétrole de schiste aux États-Unis. C'est à peu près la moitié de la production de pétrole américain. Si vous mettez dans le pétrole les liquides qui sont avec le gaz. Et cette production de pétrole de schiste, effectivement, on la voit aujourd'hui beaucoup augmenter. Alors avec deux facteurs. Le premier, je l'ai mentionné, c'est les investissements considérables que les majors vont faire dans le pétrole de schiste. Et le second, c'est les gains, les améliorations technologiques. On fait du forage horizontal, donc on arrive à capter beaucoup plus de pétrole avec un seul puits. Enfin, donc il y a beaucoup de progrès techniques qui ont été faits. Le consensus aujourd'hui, c'est que la production de pétrole de schiste pourrait monter autour de 13 millions de barils de jour, ce qui ferait une production US de pétrole tout compris qui monterait à peu près 20 millions de barils. Il faut se rendre compte que ça veut dire que les États-Unis deviendraient 2 fois plus gros que l'Arabie saoudite. Ils produiraient presque 20% du pétrole mondial. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de faire la balance, l'équilibre du marché du pétrole en supposant que c'est juste. Donc on va avoir 5 millions de barils de plus aux États-Unis d'ici 2024. Il y a quelques pays où la production de pétrole augmente aussi. Il y a le Brésil en particulier qui fait des investissements importants. Et donc, on a une capacité mondiale de production qui va sans doute augmenter d'à peu près 8 millions de barils sur cette période. Et la demande mondiale va augmenter dans le scénario tendanciel d'à peu près 5 millions. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait 3 millions de barils jour d'excès de production en 2024. Ce qui est gigantesque et qui impliquerait un effondrement des prix, peut-être vers 40 dollars le baril. Alors bien sûr, les Saoudiens pourraient continuer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire à couper leur production pour soutenir les prix, mais on parle là de 3 millions de barils. Donc les Saoudiens produisent 10 millions, ils ne vont pas baisser de 3 millions leur production non plus. Ça ne compensera pas la hausse. Oui, quand il s'agit d'un demi-million, ils le font. Si c'est 3 millions, c'est très difficile de penser qu'ils vont le faire.
Et ça, c'est le scénario tendanciel. Imaginons maintenant qu'on soit dans un scénario beaucoup plus volontariste avec l'objectif climat. Si on suit le scénario AIE à 2 degrés, c'est-à-dire celui qui arrive à 2 degrés de hausse de la température en 2100, la demande mondiale de pétrole d'ici 2024 serait à peu près plate. Et à ce moment-là, ce n'est pas 3 millions de barils en trop qu'on aurait, c'est 8 millions de barils en trop qu'on aurait. Donc, ce sont des pressions déflationnistes Donc, évidentes sur le marché du pétrole. Ça veut dire que, hors guerre au Moyen-Orient, qui évidemment changerait la donne, on est plutôt avec alors appelons ça un risque, ça dépend de quel point de vue on se place, un risque qui est que le prix du pétrole serait beaucoup plus bas que ce que disent les marchés à terme, hein, qui voient un pétrole à peu près stable, un peu au-dessus de $60 le baril. Alors, discutons un peu de ce scénario, parce qu'en effet, là, ce que vous nous annoncez, c'est une hausse de la production, mais on sait que les producteurs, les exploitants de pétrole de schiste avaient un gros problème, c'était celui de l'approvisionnement aussi, qui crée des goulets. Oui. Est-ce que ça, c'est résolu? Alors, c'est en train de s'améliorer. Il y a un énorme effort d'investissement. C'est les pipes. Hein. Ils n'arrivaient pas à écouler leur production, ce qui avait créé un problème majeur, d'abord d'engorgement, et puis d'écart de prix, qui est une des raisons pour lesquelles les indépendants avaient des problèmes, d'écart de prix entre le prix de marché et le prix auquel ils arrivaient à vendre leur pétrole. Hein. On a même vu des cas extrêmes où le pétrole était vendu pratiquement gratuitement parce que les gens devaient s'en débarrasser. Alors ça, c'est en train de s'arranger. Il y a un très gros effort d'investissement qui est fait dans les tuyaux, quoi, oui, et on voit bien que ce goulot d'étranglement est en train de se résorber progressivement. Mais, et puis à nouveau, on change de monde. Hein, au lieu d'avoir des petites compagnies qui n'ont pas de fonds propres, qui vont chercher de l'endettement, qui se financent sur le marché du high yield, et donc qui périodiquement n'arrivent plus à se financer parce que le marché obligataire devient plus tendu, comme on le voit d'ailleurs depuis quelques mois. Vous avez les énormes majors pétroliers qui arrivent avec leurs poches pleines d'argent et qui vont se mettre dans ce marché. Donc alors, et justement, est-ce que ça ne va pas changer la structure du marché du high yield et l'assainir d'une certaine façon, puisque certains des petits acteurs vont disparaître, absorbés par les gros? Alors sans doute, il y aura une très grosse consolidation effectivement du marché. Certainement, il y aura une consolidation. Il va y avoir un resserrement du marché aussi sur les gisements les plus efficaces, les plus faciles à produire, les moins chers. Hein. Et puis, vous avez raison, une des raisons pour lesquelles on a vu remonter les taux de défaut et les spreads de crédit sur les high yield américains, c'est les difficultés d'un certain nombre d'indépendants pétroliers hein, qui ont beaucoup de dettes. Et effectivement, ça explique une partie importante de l'écart qu'on voit entre le high yield européen, où les taux de défaut sont complètement plats et très très faibles, hein, et le high yield américain, où les taux de défaut sont montés presque à 4%, avec une composante là-dedans importante de petites boîtes du pétrole. Au plan macro, bon, évidemment, si ce scénario est valide, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la croissance, parce que déjà, hors choc, la croissance des États-Unis et embrasement dans la région. Les États-Unis, pas forcément, puisque les États-Unis sont devenus un pays pétrolier. Donc le pétrole pas cher, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour la France, pour l'Europe, pour l'Inde, pour le Japon, pour la Chine, pour l'Afrique du Sud. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour la Russie et pour les pays de l'OPEP. Mais c'est un changement radical de cette industrie. Hein. On a cette arrivée depuis 2012-2013. Ça n'existait pas en 2011, hein, le pétrole de schiste. Et on vient de dire qu'on va à 13 millions de barils. Hein. Donc cette arrivée d'un nouveau producteur, en fait, qui est le schiste américain, change complètement l'équilibre du marché. Et dans un environnement où les majors américains parient sur le pétrole et où le monde peut-être va faire des efforts d'économie, vous voyez qu'on est bien dans un équilibre qui est plutôt déflationniste. Alors, effectivement, mais alors, je reviens à cette équation, parce que pour que le pétrole de schiste soit exploité, il faut que les cours du pétrole soient suffisamment élevés. Est-ce que, justement, cette pression déflationniste ne va pas faire avorter un petit peu votre scénario à terme? Non, parce qu'on a beaucoup baissé les prix d'équilibre. Aujourd'hui, dans le Permian, pas partout. Hein, probablement, enfin, c'est pas très facile, mais que comme c'est plein de petits producteurs, si vous voulez, enfin, probablement, tant que le WTI est au-dessus de 25 ou 30 $, c'est quelque chose qui est profitable. Hein. Donc, si le prix descend à 45 $, je pense que ça ne change pas l'économie de ces investissements. Mais c'est bon pour le consommateur, en tout cas. C'est très bon pour le consommateur. Voilà, il ne faut pas raisonner par pays, mais plutôt par consommateur-producteur. Patrick, merci. Merci Vincent.